Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Le conflit entre l'Iran et Israël ne fait que s'envenimer. Évidemment, les Américains, on le sait, sont entrés dans la danse, ont bombardé des sites nucléaires en Iran. Et là, voici que l'Iran réplique en attaquant des bases américaines au Qatar. Ça semble devenir quand même tout un conflit à l'échelle régionale. J'ai le grand plaisir d'en parler avec Ferry de Kerkhove, qui est ancien ambassadeur du Canada en Égypte, en Indonésie et ex-haut-commissaire au Pakistan. Bonjour, Monsieur de Kerkhove. Bonjour. Merci d'être avec nous. Écoutez, on connaît les faits. Maintenant, j'aimerais un peu vous entendre. Là, pour l'instant, les pays impliqués s'envoient des missiles, des bombes. C'est une guerre, c'est le début d'une guerre. Comment décririez-vous le conflit qu'on observe au Moyen-Orient actuellement? Je dirais qu'après les attaques massives acceptées et encouragées et finalement faites par les Américains dans les grands sites nucléaires de l'Iran, là maintenant on assiste à une chorégraphie qui est beaucoup moins dangereuse que les événements que nous venons de voir, car en fait l'Iran se devait de punir entre guillemets les Américains particulièrement pour avoir osé attaquer leur site nucléaire, et cette attaque était très bien ciblée sur les Américains, la base américaine au Qatar, mais tout le monde était prévenu, à part peut-être les quelques personnes qui se promenaient dans le centre d'achat à Doha qu'on a vu se promener un peu plus rapidement que d'habitude, mais c'est de la chorégraphie qui permet aux Iraniens de dire nous avons riposté, nous avons attaqué la base américaine et maintenant nous nous sentons bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire d'un côté que Trump est satisfait et que l'on réengage une diplomatie, ou est-ce que, au contraire, Israël continue à avoir des cibles de façon à totalement transformer le Moyen-Orient à son image et non plus à l'image des Iraniens, des Irakiens et d'autres? Tout ça dans le grand silence, évidemment, des pays arabes et particulièrement de l'Arabie saoudite qui s'en lavent les mains. Ce que l'on attend, c'est évidemment la fin de la tragédie qui se passe évidemment à Gaza. Mais sur le plan ce que l'on vient d'évoquer sur ce qui se passe entre l'Iran et Israël, je crois que nous arrivons à une fin de parcours, à moins que Trump décide quand même réengager cette possibilité d'un changement de régime. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué dans la mesure où on a vu comment ça s'est passé en Irak. C'était un désastre que l'on vit encore aujourd'hui. Ouais. Et je crois qu'il y aura suffisamment d'influence auprès de Trump pour que l'on n'essaye pas de changer le régime. Mais il en parle. Et alors, évidemment, les Israéliens en parlent aussi. Mais je crois on va se tenir quoi pour une certaine période de temps. Je voulais vous entendre, Ferry de Kerkhove, parce que, encore une fois, vous excuserez ma naïveté, mais on attaque une base américaine, mais au Qatar. Le Qatar qu'on a su proche à une époque du Hamas. Ensuite, vous parlez de l'Arabie saoudite qui déteste Israël, mais qui déteste, je pense, encore plus l'Iran, là, dans une certaine mesure. Il reste ces pays au milieu, quelque part, de ce conflit régional et, comme vous l'avez dit, ne disent rien, ne participent pas vraiment à la conversation pour l'instant. Vous croyez que ça va rester comme ça, qu'on va laisser les adultes dans la pièce se larguer des bombes mutuellement en regardant tout ça voler au-dessus de nos têtes, ou est-ce qu'éventuellement ces pays-là vont aussi vouloir avoir une place à la table, participer à la conversation et chercher un dénouement pour la région? J'ai l'impression qu'en ce qui concerne le rôle des États-Unis à venir, n'oubliez pas que le grand objectif de Trump, c'est au fond les accords d'Abraham qui engloberaient tous les pays arabes. Et il resterait évidemment le statut de l'Iran à déterminer. Donc, si vous voulez, nous sommes dans une phase transitoire. D'abord, il va falloir dégager les résultats des bombardements auxquels on vient d'assister à Natanz et à Isfahan et dans l'affaire d'eau. Donc ça, c'est une chose qui va se faire assez rapidement. Les Israéliens, de leur côté, semblent avoir encore quelques cibles, mais d'après Washington, maintenant, une fois que ces cibles seront atteintes, les Israéliens sembleraient être contents tout en ayant évidemment
évidemment menant la dragée haute sur l'ensemble du monde arabe. Les autres pays arabes que je mentionnais, l'Arabie saoudite particulièrement, va être évidemment relancé par Washington pour essayer de se joindre aux accords d'Abraham. Je crois que ça va prendre un certain temps parce que la rue musulmane, la rue arabe continue à trouver que ce qui se passe sur leur territoire n'est pas du tout à leur goût. C'est pas seulement Gaza, mais c'est l'ensemble, si vous voulez, de la mainmise israélienne sur le monde arabe. Quand on a vu, par exemple, l'effondrement du régime Assad et l'arrivée du nouveau pouvoir qui a été même salué par Trump, vous voyez que les Iraniens ont bombardé tout ce qui bougeait, qui pouvait être un objectif militaire en Syrie. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, il va y avoir un ressac qui va s'imposer contre cette espèce d'agression israélienne permanente. Alors, est-ce que Trump est capable de calmer le jeu? Est-ce que Netanyahou, pour des raisons de politique intérieure, va vouloir continuer à avoir un ennemi extérieur qui lui permette de ne pas être traduit en justice? Tout ça pose tout un nombre de questions. Et le problème, c'est que vous ne pouvez absolument pas prédire ce que Trump va faire d'une journée à l'autre, puisque parfois il parle de changement de régime, parfois non, parfois il reprendrait même, aiderait encore Israël à finir le jeu. Alors il y a encore beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de discrétion de la part du monde arabe, à part celui qui est directement affecté, comme par exemple, je mentionnais la Syrie, mais l'Irak également aurait pu être une cible. Donc, si vous voulez, il y a encore énormément d'inconnus, mais le jeu va devoir être calmé et j'espère qu'après quelques jours d'encore de matraquage israélien, on arrive peut-être à de la diplomatie. De la diplomatie. Je termine en vous demandant, notre prochain invité, on va parler du marché de l'énergie avec Yvan Clich, mais j'aimerais quand même vous entendre. L'Iran a menacé de fermer ou en fait de faire obstacle au détroit d'Ormuz. 20 quelques % de l'énergie, du pétrole et du gaz mondial passe par là. Je ne veux pas vous parler d'énergie, mais parce que ça touche indirectement tout cela, la Chine, la Russie, les grands pays exportateurs ou en fait consommateurs d'énergie. Et la Russie et la Chine, pour l'instant, ont émis des communiqués, mais sont aussi aux abonnés absents. Qu'est-ce que vous pensez qui va... Les voyez-vous rester comme ça sur les lignes de côté pendant très longtemps, pendant que les Américains sillonnent la planète, bombardent des sites nucléaires? Ça les arrange peut-être? J'aimerais un peu vous entendre là, sur ces deux quand même puissances qui n'ont pas du tout participé à la conversation jusqu'ici. Bon, alors vous remarquerez que le ministre des Affaires étrangères d'Iran est allé voir Poutine et qu'il y a certainement eu une discussion là-dessus et qu'il y a eu probablement des engagements compte tenu des intérêts pétroliers de tous et chacun de ne bloquer le détroit d'Ormuz qu'à la dernière limite si véritablement cela s'imposait pour essayer de tenir la dragée haute aux puissances occidentales et particulièrement à Israël. Alors je suis assez sceptique qu'on arrive à là, d'autant plus que vous avez quand même les intérêts qataris qui sont sur le grand champ gazier. On ne voudra le moins possible dénaturer la nature, j'allais dire, locale du près du détroit d'Ormuz. Alors, je ne pense pas, c'est toujours une menace qui pèse sur la balance, mais je crois qu'après les différents échanges, le bombardement fictif du Qatar et tout ça, je crois que ça va s'aplanir, à moins que Trump décide de véritablement aller vers le changement de régime. Mais il faudra qu'il se rappelle que en Irak, on est encore 20, 30 années plus tard et le changement de régime n'a jamais fait aucun effet positif en Irak. Ils ont souffert plus que n'importe qui d'autre. Alors, d'après moi, ça va se calmer. Le détroit d'Ormuz, il faudrait vraiment qu'il y ait une attaque israélienne tellement dévastatrice en Iran, déjà qu'ils en ont encaissé pas mal, que finalement, ils recourraient à la fermeture de détroit d'Ormuz. Mais ça fait trop de tort à l'ensemble, je dirais, du monde pétrolier. C'est pour ça que je suis sceptique. Ferry de Kerkhoff, je suis ravi de vous revoir en santé, du moins. Merci. J'espère merci qu'on aura beaucoup. l'occasion de se reparler de nombreuses fois au cours de l'été. Du moins, l'actualité s'y prête quand même bien. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir accès à votre expertise de la région. Merci. Merci beaucoup de votre invitation. Au revoir.
On enchaîne avec Yvan Clich. Yvan, bonjour. Même pas de petite musique entre nos invités. Désolé pour le court silence. Yvan, je crois que vous avez entendu l'entretien que je viens de mener avec Ferry de Kerkhoff. Je rappelle que vous êtes fellow et spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, un spécialiste des marchés énergétiques. On a eu la chance souvent de se parler ces dernières années, ces derniers mois à la radio et ailleurs. Est-ce que la guerre entre l'Iran et Israël risque de créer une envolée du prix du pétrole? Peut-être commençons avec cette question un peu facile. Ben, en fait, on a déjà eu une augmentation des prix d'environ 10%, ce qui est pas énorme. Donc, il n'y a pas eu vraiment une envolée. Je dirais même que les spécialistes, les analystes sont relativement surpris du calme relatif du marché pétrolier actuellement. Ceci dit, je le réitère, on était autour de 65 $ le baril, on est passé à autour de 75. C'est quand même une augmentation qui ne serait pas là si on n'avait pas le conflit actuel. Probablement qu'on va rester dans ces eaux-là si il n'y a pas dérapage du conflit. Si les installations pétrolières de l'Iran, si les installations pétrolières des pays arabes sont atteintes, ou si, on vient de le mentionner, il y a un blocus partiel ou total, là, c'est clair que les prix vont s'envoler et ça va affecter directement et rapidement l'économie mondiale. On le disait, le détroit d'Ormuz, là, c'est 20% là, du pétrole et du gaz de la planète qui circule dans cette petite bande de mer là, d'environ 30 et quelques kilomètres de large. L'Iran, donc, pourrait bloquer ce détroit. Notre invité précédent semblait dire que c'était vraiment là, un très, très, très dernier recours. Est-ce que c'est une lecture que vous partagez, Yvan Clich, ou est-ce qu'on est sur le point de vivre ce choc-là dans les prochaines heures, prochains jours? Permettez-moi de donner peut-être très rapidement un certain contexte là à cette question du détroit d'Ormuz. Lorsque il y a eu la crise de 1973, l'embargo des pays arabes dans leur exportation de pétrole pour faire bouger les lignes du conflit du Moyen-Orient, on a fait un embargo et ça a créé vraiment des graves problèmes d'approvisionnement, notamment aux États-Unis. Et ensuite est survenue la révolution iranienne de 1979. Les Américains avaient une stratégie. Ils avaient une stratégie qui était à peu près la suivante, comme ils dépendaient beaucoup du pétrole et encore aujourd'hui pour leur économie. Ils se disaient, l'Arabie saoudite, toi, tu es notre grand producteur. Et l'Iran du Shah d'Iran, qui était une dictature dans la région, tu vas être notre protecteur de cette région et pour s'assurer qu'il y a un flux d'approvisionnement qui ne soit pas interrompu. On a appelé ça la stratégie des deux piliers, two pillars. Alors, quand la révolution iranienne est survenue, l'Iran a basculé dans le camp anti-américain. Alors, les Américains ont décidé de prendre les choses dans leurs propres mains et ils ont installé une vingtaine de bases dans les différents pays du Golfe Persique et ils ont depuis ce temps-là, 30-40 ans, une quarantaine de mille de soldats qui sont donc stationnés là en permanence depuis 1983. Moi, j'ai toujours dit un peu à la blague, c'était une taxe indirecte sur l'essence parce qu'effectivement, ils sont là surtout pour s'assurer que le pétrole circule à flot de manière ininterrompue. Alors, là, c'était aussi, bien sûr, pour justement empêcher un blocus que l'Iran utilisait comme menace pour ses objectifs de politique extérieure. Ceci dit, effectivement, comme votre précédent invité, moi, je pense que c'est une possibilité qui est très faible pour deux raisons. D'une part, l'Iran exporte elle-même vers la Chine et la Chine lui a sûrement dit, écoute, nous, on a besoin de ce pétrole, donc on n'aimerait pas beaucoup que tu procèdes à une action de cette envergure. Oui, c'est ça. J'aime rappeler, là, l'Iran, ce n'est que 3,5% de la production mondiale, mais c'est quasiment en totalité envoyé aux Chinois. Avec la Chine. C'est ça, exactement. Avec la Chine. Donc, l'Iran se priverait elle-même de revenus dont elle a largement besoin maintenant qu'elle est en situation de guerre. Et puis, par ailleurs, et je conclus là-dessus, comme il y a des troupes américaines au Moyen-Orient, c'est clair que là, les Américains interviendraient et rapidement déferaient le blocus. Donc, oui, moi, je suis de ceux qui disent que ce serait vraiment un geste désespéré de la part de l'Iran, un geste suicidaire. Donc, la probabilité qu'une telle action soit faite reste, à mon avis, très faible. Bonjour, M. Clich. Nous, ici au Canada, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir un impact sur la situation?
Ben, nous, en termes d'approvisionnement, on n'est pas affecté. Il y a deux choses. C'est qu'en termes d'approvisionnement, du côté du Canada, du Québec, on n'est pas affecté parce qu'on reçoit notre pétrole du Canada et des États-Unis. On serait notamment impacté certainement du côté du prix s'il y avait effectivement une envolée, une escalade de la situation. Comme le marché mondial, le marché du pétrole est un marché mondial, on serait extrêmement affecté du côté des prix de l'essence, du mazout, du kérosène, etc. Bon, maintenant, sur le plan de la politique étrangère, moi, je pense qu'actuellement, là, même si c'est moins mon domaine d'activité, je pense que M. Carney veut tout faire pour ne pas indisposer les États-Unis dans le cadre des négociations qu'on a avec eux pour renégocier une nouvelle entente commerciale. Alors, à mon avis, le Canada, comme d'autres pays, veulent être assez discrets pour ne pas indisposer les États-Unis et faire en sorte que ça devienne une coche mal taillée dans le cadre des efforts qu'on fait pour mieux s'entendre avec eux sur le plan commercial. Yvan Clich, je rappelle que vous êtes fellow et spécialiste en énergie au Cerium. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aura certainement l'occasion de se reparler cet été à mesure que tout ce dossier évolue. Merci. Merci, au plaisir.